j'ai reçu un appel, et, 20 minutes plus tard, je me tenais devant cette porte. Derrière elle, ma fiancée était avec un autre. Le téléphone avait sonné à 23 heures, exactement 24 heures avant que je ne devienne le mari d'Hélène. Sur l'écran du téléphone, un nom s'était affiché. C'était un nom que j'avais vu des milliers de fois, au cours des 15 dernières années. David. Mon meilleur ami depuis l'université. C'était l'homme qui avait assisté à mon premier baiser, à ma première rupture, et à ma première discussion sérieuse avec le père d'Hélène, pour lui demander sa main. J'ai décroché avec un sourire paresseux. Je m'attendais à une énième blague stupide, dans l'esprit d'un enterrement de vie de garçon. Une fête que nous n'avions d'ailleurs jamais pu organiser, à cause de son emploi du temps extrêmement chargé pour la préparation du mariage. « Allô, mon vieux » ai-je commencé. Mais la voix de David a coupé mes mots nets, comme un couteau sous la gorge. « Rejoins-moi à l'hôtel Le Méridien » a-t-il soufflé. J'entendais sa respiration trembler, comme s'il venait de courir un marathon, ou de survivre à une catastrophe. Chambre 412. Ne pose pas de questions, viens, c'est tout. Je voulais plaisanter. Je comptais lui demander s'il m'avait préparé une surprise avec des danseuses. Mais, dans son silence, dans cette pause lourde et poisseuse, un déclic s'est produit dans ma tête. L'humour s'est évaporé, laissant instantanément place à un sentiment d'angoisse tenace. « David, que se passe-t-il » ai-je demandé, mais il avait déjà raccroché. Je suis resté assis, sur le bord du lit de notre appartement. C'était celui que nous avions acheté avec Hélène, 6 mois plus tôt. J'imaginais comment nous allions y élever nos enfants, nous disputer sur la couleur du papier peint, puis nous réconcilier autour d'une tasse de thé. Demain, à cette même heure, je devrais être à la mairie. Je porterai la cravate qu'elle avait choisie, spécialement assortie à son bouquet. Demain, à cette même heure, ma vie devait enfin prendre sa forme définitive et inébranlable. Je me suis habillé machinalement, par pure mémoire musculaire, sans même me regarder dans le miroir. La voiture m'attendait dans la rue, recouverte d'une fine couche de poussière printanière. Hélène riait toujours du fait que je ne la lavais jamais avant les événements importants, soi-disant pour porter bonheur. Paris m'a accueilli avec ses rues désertes, et la lumière jaune de ses lampadaires, clignotant à travers le jeune feuillage. Je conduisais sans prêter attention à la route. Mon esprit, de son côté, passait méthodiquement en revue toutes les explications possibles. Un accident, la maladie de ses parents, un scandale financier, un chantage. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que j'allais voir et entendre. L'hôtel Le Méridien se dressait, imposant, au centre de la ville. Sa façade devait refléter le ciel nocturne, donnant au bâtiment l'allure d'un vaisseau spatial, atterri au milieu de l'architecture ancienne. Je me suis garé en infraction, laissant la voiture sous un panneau d'interdiction de stationner, et j'ai couru vers les ascenseurs. Mes doigts ont pressé le bouton du 4e étage. Trop fort, trop longtemps, comme si cela pouvait accélérer le temps. Le couloir du 4e étage était long, et silencieux. Il était baigné par la lumière tamisée des appliques, créant une illusion de confort et d'intimité. Je marchais sur l'épaisse moquette, qui étouffait le bruit de mes pas. Soudain, j'ai réalisé que je ne savais pas quoi dire à David, une fois la porte ouverte. Que faisais-je ici? Pourquoi n'avais-je pas simplement appelé Hélène, pour lui demander si tout allait bien? Pourquoi mon cœur battait-il si fort, comme si j'étais sur le point de commettre un crime? J'ai trouvé la chambre 412. La porte était fermée, mais pas complètement. La fine fente, entre le cadre et la porte, laissait échapper une lumière chaleureuse, ainsi que des bruits. J'ai levé la main pour frapper, mais je me suis figé. De l'intérieur, un rire s'est fait entendre. Un rire de femme, clair, aux éclats argentés. C'était ce même rire qui, 3 ans plus tôt, m'avait fait me retourner dans un café, me laissant totalement sans voix. Le rire d'Hélène. J'ai baissé la main. Mon corps s'est plaqué contre la porte, mon oreille collée à l'interstice. Mon esprit refusait de traiter l'information, mais il continuait d'enregistrer chaque son, avec la précision mécanique d'un dictaphone. Il pense que je suis chez ma mère, a-t-elle prononcé. Sa voix était méconnaissable. Elle était épaisse, humide, chargée d'une chose que je ne pouvais, ni ne voulais identifier. La journée de demain va être si longue. Une voix d'homme a répondu quelque chose de vague.
Une voix grave, accompagnée d'un petit rire rauque de satisfaction. Ensuite, j'ai entendu le grincement du lit, le froissement des draps, et des respirations lourdes, qui se transformaient peu à peu en gémissements. Je suis resté là, le front appuyé contre le bois froid de la porte. Je sentais mon avenir voler en éclats, se brisant en mille morceaux à chaque mouvement rythmique, de l'autre côté du mur. Mes poumons continuaient de fonctionner. Mon cœur continuait de battre. Pourtant, j'avais cessé d'exister. Je n'étais plus un homme, plus un fiancé, plus un porteur d'espoir. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là. Plus tard, en analysant froidement ce moment, j'ai compté 7 minutes. 7 minutes d'enfer absolu. 7 minutes qui ont scindé ma vie en deux, l'avant et l'après. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas défoncé la porte, pour les détruire tous les deux. Bien que mes mains réclament la violence, je suis simplement resté debout, et j'ai écouté. J'ai permis à chaque son de carboniser, dans ma mémoire, les dernières étincelles d'amour, de confiance, et d'innocence. Quand je me suis enfin détaché de la porte, mes pas étaient aussi silencieux que ceux d'un fantôme. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement, avec précaution, comme si j'avais peur de réveiller quelqu'un. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet, dans le mur de miroir. J'y ai vu le visage pâle, et étrangement calme, d'un inconnu. Les yeux étaient vides, comme les fenêtres brisées d'une maison abandonnée. Je ne me reconnaissais pas, et c'était mieux ainsi. L'homme qui était entré dans cet hôtel, 20 minutes plus tôt, était mort dans ce couloir. Celui qui en ressortait, était quelqu'un de radicalement différent. Dans la voiture, je me suis assis, et j'ai fermé les yeux. La première chose qui m'a envahi, ce n'était ni la douleur, ni la rage. C'était une étrange et froide lucidité. Le mariage devait avoir lieu demain. 200 invités, un restaurant privatisé, le photographe que j'avais mis 3 semaines à choisir personnellement. Et puis, il y avait les musiciens, le menu, les fleurs. Ma mère avait pris l'avion depuis Marseille, spécialement pour l'occasion. Son père, lui, avait invité des collègues du ministère, pour afficher haut et fort le mariage avantageux de sa fille. Le coffre de la voiture était déjà rempli des affaires d'Hélène, que nous devions emménager dans le nouvel appartement, juste après la cérémonie. J'ai ouvert les yeux, et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur central, l'hôtel Le Méridien se dissolvait lentement dans la nuit. Mais je le savais, je ne reviendrai jamais ici, ni dans cette chambre. En revanche, je reviendrai sans cesse à cet instant précis. À cette trahison. À cette éternité de 7 minutes, qui m'avait enfin donné la clé de la porte, derrière laquelle se cachait la vérité. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, exactement. Mais une chose était sûre, partir simplement, annuler le mariage, raconter la vérité à tout le monde, et devenir un vulgaire objet de pitié. Ce n'était pas suffisant. La vengeance, la vraie vengeance, exige de la patience. Elle exige une planification minutieuse. Il faut que celui qui a infligé la douleur, ressente cette même souffrance, mais amplifiée au centuple. Elle devait être encadrée par une humiliation publique, et se solder par l'effondrement total de tous leurs projets. Je suis rentré chez moi à 3 heures du matin. L'appartement sentait son parfum. Elle y avait oublié un flacon, dans sa précipitation pour retourner chez sa mère. Je suis passé devant sans un regard, je me suis assis à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, prêts à lancer la traque. Mais, avant tout, j'ai composé le numéro de David. Pourquoi, ai-je simplement demandé, lorsqu'il a décroché. Un lourd silence a suivi. Puis, sa voix s'est fait entendre, basse et brisée. Je les ai vus ensemble, il y a 2 mois, dans un restaurant. Ils ne m'ont pas remarqué, mais j'ai pris une photo. J'essayais de décider, depuis, si je devais te le dire ou non. Aujourd'hui, elle m'a avoué que le mariage de demain n'était qu'un début. Qu'elle continuerait tout cela, et que tu ne le saurais jamais. Je ne pouvais pas. Merci, ai-je répondu. Et ce mot a résonné d'une manière si étrangère, comme une incantation prononcée dans une langue inconnue. J'ai raccroché, et je me suis mis au travail. Le matin approchait, mais je ne ressentais aucune fatigue. Je ne ressentais qu'un immense vide. Et, dans ce vide, le son de son rire résonnait en écho.
Un rire sonore et trompeur, exactement comme une fausse pièce de monnaie. L'aube m'a trouvé encore penché sur l'ordinateur. J'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux, mais mon esprit fonctionnait avec une clarté cristalline, que je n'avais jamais connue auparavant. 3 heures de fouille, dans les déchets numériques de notre vie commune, s'étaient transformées en une véritable mine d'or. Hélène était intelligente, mais pas assez pour tout cacher. Elle comptait sur mon amour aveugle. Sur mon dévouement total. Sur cette foi naïve, qui me poussait à voir en elle un idéal intouchable, et non un être humain de chair et de sang, avec tous ses vices. La première chose que j'ai trouvée, c'était une conversation dans les archives de sa boîte mail, qu'elle croyait avoir définitivement supprimée. Des courriels adressés au photographe de notre mariage, un certain Artem. Les messages commençaient par une froide politesse professionnelle, pour dégénérer rapidement en toute autre chose. Tu avais raison, la séance photo d'aujourd'hui, au parc, n'était qu'un prétexte, écrivait-elle, il y a 2 semaines. J'attends notre rendez-vous à l'hôtel avec impatience. Il ne remarque rien. Il est trop absorbé par son travail, et par ses stupides projets d'avenir. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je continuais à lire. Je me forçais à absorber le poison, jusqu'à la toute dernière goutte. J'ai ensuite ouvert notre disque partagé en ligne, qu'elle utilisait pour stocker les photos des préparatifs. Parmi les dossiers d'essais de menus, et les croquis de robes, j'ai déniché un répertoire caché. Il était protégé par un mot de passe, la date de notre premier rendez-vous. Une attention qu'elle trouvait très mignonne, mais que je percevais, désormais, comme une simple partie de sa mascarade. À l'intérieur, se trouvaient des photos. Des dizaines de clichés. Hélène et Artem, dans différents hôtels, dans différentes villes, dans différentes positions. Lyon, où elle s'était rendue 3 fois pour le travail ces 4 derniers mois, s'est révélé être leur nid d'amour. Je reconnaissais les chambres d'hôtel, grâce au papier peint, et à la vue depuis les fenêtres. Le Meurice, le Bristol, et ce même hôtel le Méridien, où je me trouvais hier soir, le front collé à la porte. J'ai tout téléchargé sur un disque dur externe. J'ai créé des copies de sauvegarde, en les envoyant vers des boîtes mail anonymes. Cette méthode, curieusement, m'apaisait. Ce n'était déjà plus de la vengeance. C'était l'archéologie de ma propre honte. Des fouilles minutieuses, qui devaient inévitablement aboutir à une sentence juste. À 6 heures du matin, Victor a appelé. C'était le propriétaire du restaurant Le Cristal, où la grande réception devait avoir lieu. Nous avions servi ensemble en Afghanistan, 20 ans plus tôt. Il m'avait tiré d'un véhicule en flammes, sous le feu nourri de l'ennemi. Aujourd'hui, il allait m'offrir autre chose. Une opportunité inédite. Hugo, tout est prêt pour demain, a-t-il demandé d'une voix enjouée, sans se douter qu'à l'autre bout du fil, c'était un fantôme qui parlait. Victor, ai-je répondu, la voix parfaitement stable, presque amicale. J'ai besoin d'un service. Tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi, en 2000 ? Un lourd silence a suivi, puis, un ton devenu très sérieux. Je t'écoute. Je lui ai expliqué. Pas tout, mais suffisamment pour qu'il comprenne. Il est resté silencieux un long moment, puis il a brièvement acquiescé. Je l'ai compris au simple changement de sa respiration. Les projecteurs dans la salle, ils fonctionnent bien, ai-je demandé. Oui, ils fonctionnent. 3 grands écrans, placés juste derrière la table des mariés. D'habitude, ils diffusent un diaporama. Demain, ils montreront tout autre chose. Je t'enverrai un fichier ce soir. N'en parle à absolument personne. Aucune répétition, aucune vérification technique. Remplace simplement la clé USB prévue par la mienne. Et ce, exactement 5 minutes avant le début de la cérémonie. Hugo, tu es sûr de toi ? Ça va la détruire. Ça va détruire le mensonge, ai-je corrigé fermement. Hélène, elle, restera physiquement indemne. Il a accepté. C'est ainsi que fonctionnent les dettes d'honneur. Elles ne s'encombrent pas de leçons de morale. Elles s'exécutent, tout simplement. L'appel suivant a été pour Julien. C'est mon cousin, et il travaille à la préfecture, au service de l'immigration. Nous nous voyons rarement, mais les liens familiaux restaient solides. Je lui ai posé une question purement hypothétique, sur la fraude au visa.
Sur les mariages blancs. Et sur le sort réservé aux étrangers, qui utilisent des citoyens français pour obtenir leurs papiers. Théoriquement, a dit Julien avec beaucoup de prudence, s'il y a des preuves irréfutables d'un mariage contracté uniquement dans le but d'obtenir un titre de séjour. Le dossier est transmis au procureur. Cela signifie expulsion du territoire, lourde amende, et interdiction d'entrée pour 10 à 15 ans. Et si le citoyen français est un complice? S'il connaît la combine, et aide activement à falsifier les documents? Dans ce cas, c'est le code pénal. Jusqu'à 5 ans de prison ferme. Mais Hugo, pourquoi me demandes-tu ça? Tu te maries demain, bon sang. Je lui ai parlé d'Artem. Pas de leur histoire d'amour, non. Ça aurait été beaucoup trop mesquin, trop personnel. Je lui ai expliqué qu'Artem était un étranger en situation irrégulière, vivant en France depuis 4 ans. Il enchaînait les visas touristiques, qu'il prolongeait grâce à des mariages blancs. J'ai mentionné sa première femme, à Toulouse, qui avait touché 5 000 € pour son rôle de figurante. La deuxième, à Nantes. Et, enfin, le fait qu'Hélène devait être la troisième. À la grande différence que, cette fois, tout devait paraître réel, un dossier en béton, un appartement en commun, et le droit absolu à la citoyenneté, après 3 ans de mariage officiel. Julien suffoquait d'indignation au bout du fil. J'entendais le bruit frénétique de son clavier, tandis qu'il vérifiait ses bases de données. Il est bien dans le système. Il est déjà apparu 2 fois lors de contrôles ciblés, mais les preuves manquaient cruellement. D'où tiens-tu ces informations? J'ai des emails, des accords écrits, des schémas complexes de transfert d'argent via des prête-noms. Je t'enverrai l'intégralité du dossier d'ici midi. Hugo, tu te rends compte que, si tout cela s'avère vrai, ta fiancée. J'ai parfaitement compris, les jeux coupés net. Fais simplement ton travail. Pas aujourd'hui. Demain, en milieu d'après-midi. Laisse-lui au moins le temps de savourer le début de son voyage de noces. Mon sarcasme sonnait faux, mais j'ai continué à l'utiliser, comme on porterait un masque. Il était indispensable pour dissimuler l'insondable vide à l'intérieur de moi. À 9 h du matin, Hélène a appelé. En fixant son nom qui clignotait joyeusement sur l'écran, j'ai senti mon cœur se serrer. Était-ce un reste d'amour? Non. L'amour était mort, agonisant dans ce couloir d'hôtel. C'était simplement l'habitude, la force de l'inertie. La mémoire musculaire de mon cœur. Coucou mon amour, a-t-elle roucoulé à travers l'appareil. J'ai immédiatement reconnu cette voix fausse, la même que j'avais entendue hier, derrière la maudite porte de la chambre 412. Tu es levé si tôt. Moi je suis chez maman, je suis tellement nerveuse, j'ai à peine fermé l'œil. Moi non plus, je n'ai presque pas dormi, ai-je dit honnêtement, l'esprit entièrement tourné vers ce qui l'attendait demain. Oh, chérie, tout sera si parfait. Je suis tellement heureuse que nous soyons enfin. J'ai cessé de l'écouter. Je laissais sa voix devenir un simple bourdonnement de fond. À la place, j'ai ouvert un fichier contenant nos relevés bancaires. Sur les 6 derniers mois, Hélène avait dépensé plus de 15 000 € en achats divers. De la lingerie extravagante, que je n'avais jamais vue. Des bijoux coûteux, qu'elle prétendait avoir innocemment hérités de sa grand-mère. Des séjours dans des spas prestigieux, où elle disait se préparer sereinement pour le mariage. Mais tout cet argent allait vers lui, vers Artem. Vers leur avenir commun, méticuleusement bâti à mes frais. Pendant ce temps, moi, je travaillais 14 heures par jour, pour subvenir aux besoins grandissants d'une famille qui n'avait, en réalité, jamais existé. Point et ensuite, nous irons en Italie, comme nous l'avions prévu, a-t-elle finalement conclu. Tu n'as pas oublié de réserver notre hôtel à Rome, j'espère? Je n'ai pas oublié, ai-je répondu. Tout est réservé, tout est absolument prêt. Nous avons parlé encore une quinzaine de minutes. J'ai joué le rôle du fiancé éperdument amoureux, avec une telle maîtrise, que je commençais moi-même à croire à ma propre performance. Lorsqu'elle a raccroché, prétextant devoir essayer sa fameuse robe de mariée, je me suis assis par terre, au beau milieu du salon. Et j'ai éclaté de rire. C'était un rire totalement dépourvu de joie. Un rire sec et cassant, comme des branches mortes craquant sous la neige. À midi, j'avais terminé de rassembler toutes les preuves nécessaires.
Il y avait 3 dossiers distincts. L'infidélité, la fraude au papier et les délits financiers. Dans le premier, on trouvait des photos, des échanges de messages, et des enregistrements de vidéosurveillance de l'hôtel, que Victor avait habilement obtenus par ses relations. Dans le deuxième, figuraient les documents d'Artem, les schémas détaillés de ses précédents mariages blancs, et ses correspondances avec les intermédiaires. Dans le troisième, s'affichaient les relevés bancaires, les reçus, et les preuves accablantes du détournement de fonds depuis notre compte commun. J'ai fait de nombreuses copies, que j'ai soigneusement réparties dans des enveloppes. Il y en avait une pour ses parents, qui étaient si fiers du mariage prestigieux de leur précieuse fille. Une autre pour les miens, qui venaient de Marseille, le cœur rempli d'espoir de bercer bientôt des petits-enfants. Une troisième était destinée à la rédaction d'un magazine local, spécialisé dans la chronique mondaine. La quatrième, je l'ai précieusement gardée pour moi. À tout hasard. À 15 heures, j'ai appelé David. Il est arrivé chez moi 1 heure plus tard. Il était d'une pâleur extrême, les yeux rougis. Il n'avait pas dormi, lui non plus. « Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé, en regardant mes épais dossiers. « Tu pourrais juste partir, et tout recommencer. » « Je suis déjà parti, » ai-je répondu froidement. « C'était hier soir. Ce qui reste devant toi, ce n'est plus moi. C'est ma vengeance. » Je lui ai exposé mon plan dans les moindres détails. Il a écouté, secouant doucement la tête. Était-ce de l'horreur, ou une forme d'admiration? Difficile à dire. Quand j'ai eu terminé, il m'a tendu une petite enveloppe. Elle contenait 2 billets d'avion pour Chypre. Le départ était prévu après-demain. Je pars avec toi. Si tu me le permets, bien sûr. Je dois m'assurer que tu ne feras rien que tu puisses profondément regretter ensuite. J'ai pris les billets. C'était probablement injuste. L'entraîner ainsi dans ma guerre destructrice. Utiliser sa culpabilité, liée à son silence lâche des 2 derniers mois. Mais la justice exige toujours des sacrifices, et David était visiblement prêt à en devenir un. Le soir même, j'ai envoyé le fichier compromettant pour le projecteur, directement à Victor. Il comportait 300 diapositives, soigneusement classées par ordre chronologique strict. Cela commençait par notre rencontre, et se terminait par la photographie de l'hôtel de la veille. Une image prise par une petite caméra cachée, que David avait installée pour me prévenir. Je n'ai pas regardé les toutes dernières images, je les connaissais par cœur. On y voyait Hélène et Artem, nus, enlacés, se moquant ouvertement du fiancé naïf, qui finançait leur plaisir. Je me suis couché vers 22 heures. Tel un futur marié modèle, se reposant pour le jour le plus important de sa vie. En réalité, j'ai dormi exactement 2 heures. Mes rêves étaient hantés par des salles de réception vides, et des vases en cristal réduits en miettes. À 3 heures du matin, je me suis réveillé définitivement. Je me suis assis près de la grande fenêtre, observant Paris s'éteindre, puis se rallumer doucement, sous le ciel pâle de l'aube. Demain serait incontestablement le jour du jugement dernier. Pas pour moi, non. Pour elle, et pour eux deux. Et je serai là, aux premières loges, pour voir leurs immondes mensonges se réduire en cendres, sous le poids écrasant de la vérité. Le matin de la cérémonie m'a apporté un calme aussi absolu qu'inattendu. Je me suis réveillé à 6 heures, une bonne heure avant la sonnerie de mon alarme. Je suis resté allongé en silence, écoutant simplement la ville s'éveiller autour de moi. L'appartement sentait toujours son parfum entêtant. Elle était passée la veille, pendant mon absence. Elle avait laissé un petit mot, respectant à la lettre la tradition de ne pas se voir avant la noce. Le billet doux était accroché à une bouteille de whisky hors de prix, que nous devions symboliquement ouvrir après notre lune de miel. J'ai roulé le mot en boule, sans prendre la peine de le lire, et je l'ai jeté à la poubelle. De 8 heures à midi, j'ai suivi scrupuleusement le chronogramme du futur marié idéal. J'ai pris un petit déjeuner consistant, je suis allé chez le coiffeur. Puis, j'ai enfilé le costume qu'elle avait mis 3 longues semaines à choisir, et j'ai noué la cravate de sa couleur préférée, un bordeaux profond. Dans le miroir, un étranger me fixait avec insistance. Il était livide, avec de profonds cernes noires sous les yeux, mais son regard était d'une incroyable et redoutable froideur. Je me suis exercé à sourire devant la glace, jusqu'à ce que l'expression me paraisse naturelle. J'ai peaufiné les intonations solennelles,
avec lesquels je prononcerai mes vœux. À midi tapante, Victor s'est garé devant l'immeuble, avec sa vieille Mercedes reluisante. Il m'a silencieusement serré la main, m'a regardé droit dans les yeux, et a hoché la tête avec gravité. Tout est prêt. Nous avons roulé en silence, nous frayant habilement un chemin à travers les embouteillages d'avril. Nous passions devant les marronniers en fleurs, et les piétons souriants et insouciants. Au restaurant Le Cristal, la plupart des invités commençaient déjà à affluer. Je les voyais s'agglutiner joyeusement près de l'entrée. Les robes colorées et flamboyantes des femmes, les costumes stricts et élégants des hommes, les ballons, et ces arrangements floraux somptueux, pour lesquels j'avais dépensé sans compter. Elle est déjà là, a murmuré Victor, alors que nous passions discrètement par l'entrée de service. Dans la loge. On m'a dit qu'elle pleurait abondamment, ce matin. D'émotion, paraît-il. J'ai hoché la tête, l'air absent. Pleurait-elle d'émotion, ou bien de peur que tout ne soit découvert? Ou, peut-être, d'excitation face à cette victoire financière, qu'elle croyait déjà acquise? Peu m'importait, au fond. Mon cœur ne battait plus. Il mesurait simplement le temps qui passait, comme un sablier régulier, me rapprochant inexorablement du dénouement final. Les invités prenaient place bruyamment. Je me tenais dissimulé en coulisses, observant la foule bigarrée, à travers une mince fente du rideau. Il y avait ses parents, au premier rang. Son père, fier dans son uniforme de général, et sa mère, arborant un coûteux collier de perles. Tous deux affichaient le sourire satisfait, et suffisant, de ceux qui viennent de conclure une excellente affaire. Il y avait aussi mon père. Seul, les cheveux grisonnants, serrant nerveusement une enveloppe remplie d'argent, destinée à renflouer notre premier budget familial. Et puis, il y avait les collègues de bureau, les amis de longue date, la famille éloignée. Tous ceux qui étaient venus, sincèrement, pour être les témoins de notre prétendue félicité. À 14 heures, la musique a enfin retenti. La célèbre marche nuptiale de Mendelssohn. Elle l'avait choisie personnellement, parce que c'était, selon ses propres mots, si classique et tellement romantique. Je me suis avancé calmement vers l'autel. Si l'on pouvait appeler ainsi cette arche lourdement fleurie, adossée à 3 immenses écrans blancs. La lumière de la salle était vive, presque aveuglante. Je sentais une sueur froide perler sur mes paumes, mais mon visage restait de marbre. Une vraie façade de sérénité imperturbable. Les doubles portes se sont ouvertes en grand. Hélène a fait son entrée, au bras de son père. Elle portait une magnifique robe, faite de dentelles et de pures illusions. Son visage, que j'avais autrefois considéré comme le plus beau du monde, était dissimulé sous un voile épais. Elle marchait lentement, avec cette grâce faussement assurée, que j'avais si longtemps confondue avec de la modestie. Avec de la timidité. Et avec de l'amour. Je voyais ses yeux pétillants me chercher à travers le tulle. Je la voyais sourire de toutes ses dents. Elle s'attendait à trouver un fou amoureux, prêt à dire « oui » sans réfléchir, et à accepter tout ce qui s'ensuivrait. Son père s'est approché, et m'a tendu sa main. Elle était froide, tremblante d'émotion. J'ai serré ses petits doigts, et, l'espace d'une seconde, nos regards se sont croisés intensément. Dans ses yeux, j'ai perçu quelque chose de totalement inattendu. De la peur. Non pas de la culpabilité, ni des remords tardifs. Mais une peur animale, pure et viscérale, face à l'inconnu. Elle sentait intuitivement que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir identifier précisément quoi. C'était encore mieux que ce que j'avais osé espérer. L'officiant a commencé la cérémonie d'une voix solennelle. Ses paroles flottaient, quelque part au loin. Ses phrases sur l'amour, la fidélité éternelle, et l'union sacrée de deux cœurs, résonnaient dans mon esprit comme une sinistre farce. Je hochais la tête au bon moment, de façon mécanique. Je répétais machinalement, oui, je le veux. Jusqu'à ce qu'arrive, enfin, le moment fatidique de l'échange des vœux. Hugo, s'est adressé à moi l'officiant. Veuillez prononcer vos mots, s'il vous plaît. J'ai lentement déplié le bout de papier, que je tenais froissé dans ma main. Ces mots, écrits par moi-même pendant la nuit, ne me semblaient plus m'appartenir. Ils appartenaient à cet homme brisé, mort dans les couloirs de l'hôtel. Hélène, ai-je commencé. Et ma voix a résonné si fort, et si clairement, que les invités se sont tus instantanément, pétrifiés. Il y a 3 ans,
j'ai rencontré une femme que je croyais absolument parfaite. Je l'ai aimée de tout mon cœur, sans retenue. Je lui ai fait aveuglément confiance. J'ai bâti des projets grandioses, dont elle était le centre absolu de l'univers. Je t'avais promis de te rendre heureuse chaque jour, de te protéger de tous les maux, et de te rester fidèle jusqu'à mon dernier souffle. J'ai fait une pause dramatique. Un silence de plomb, oppressant, s'est abattu sur la salle entière. Il n'était brisé que par le bruissement nerveux des robes en soie, et le très léger bourdonnement des projecteurs en arrière-plan. Mais, si je suis devant toi aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour te faire ces promesses. Je suis là pour te les reprendre. Tout reprendre. L'amour. La confiance. Et la fidélité. Parce que toi, Hélène, tu as déjà tout détruit. Depuis bien longtemps. De manière calculée, et systématique. Avec un beau sourire sur les lèvres, et un mensonge au bord des dents. Elle a soudainement pâli. Sa main s'est arrachée violemment de la mienne. Elle a fait un pas en arrière, trébuchant maladroitement sur l'ourlet de sa robe de mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? A-t-elle chuchoté, la voix tremblante de panique. Mais je ne l'écoutais déjà plus. Je regardais fixement les écrans géants, situés juste derrière nous. À la place du diaporama romantique attendu, la toute première image est apparue, en haute définition. Le reçu de l'hôtel Le Méridien, daté d'il y a seulement 2 jours. Les invités ont poussé des cris d'étouffement collectif. Quelqu'un, au fond, a ri nerveusement, croyant sans doute à une blague de très mauvais goût. Mais la diapositive suivante s'est affichée, implacable. C'était une photo d'Hélène et Artem, s'enlaçant tendrement en entrant dans l'ascenseur de l'hôtel. La salle entière s'est figée, glacée d'effroi. 3e diapositive. 4e. 5e. Des captures d'écran de messages intimes et crus. Des photos explicites. Des relevés bancaires accablants, prouvant les montages financiers illégaux. Chaque nouvelle diapositive claquait dans le silence comme un coup de fouet, brisant l'illusion parfaite de notre bonheur en 1000 morceaux. Hélène a hurlé à plein poumon. Pas de honte, non. De pure rage. Elle hurlait parce que ses plans minutieux s'effondraient sous ses yeux. Parce qu'elle venait, brutalement, de perdre le contrôle de la situation. Elle s'est jetée sur moi comme une furie, griffant mon visage de ses ongles, déchirant le tissu de mon gilet. Mais je suis resté impassible, telle une statue de pierre, la laissant épuiser pathétiquement ses dernières gouttes de dignité en public. Tu n'as pas le droit, hurlait-elle à s'en briser les cordes vocales. Je ne t'ai jamais aimé. Jamais. Je sais, ai-je répondu très calmement. Et, à cet instant précis, un silence absolu et terrifiant a envahi la pièce. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que je suis là. Pour que tout le monde, ici présent, connaisse enfin la vérité. Son père s'est levé d'un bond, le visage virant au violet de colère. Mais sa femme l'a retenu fermement par la manche, en pointant du doigt les toutes dernières diapositives. C'étaient les preuves indéniables de l'implication d'Hélène dans la fraude au papier. Les échanges cyniques avec Artem concernant le fameux « plan B » et la façon dont elle prévoyait de divorcer d'ici 1 an, une fois la citoyenneté française de son amant assurée. Ma mère pleurait à chaudes larmes dans l'assemblée. Mon père, lui, se tenait dignement debout, la tête baissée. Il comprenait que son fils venait de s'arracher le cœur, publiquement, uniquement pour sauver son honneur. Pourtant, je ne ressentais aucune douleur fulgurante. Juste un immense, un indescriptible soulagement. Le poids écrasant de 3 années de mensonges quotidiens venait enfin de glisser, définitivement, de mes épaules. Je me suis tourné vers les invités. Vers ces 200 personnes, totalement paralysées par le choc et l'horreur de la scène. Pardonnez-moi pour ce spectacle dramatique, ai-je dit, et, pour la toute première fois de la journée, ma voix a légèrement tremblé. Mais le mensonge se devait d'être exposé au grand jour. La vérité, aussi amère et douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux qu'une mascarade. Je suis descendu de l'estrade, très lentement, marche après marche, sentant des centaines de regards choqués brûler ma peau. Personne n'osait faire le moindre mouvement. Même Hélène était restée pétrifiée au milieu de l'hôtel, les mains plaquées sur son visage en pleurs. Son maquillage de mariée coulait sur ses joues, traçant de sombres et pitoyables sillons noirs. Dans l'allée centrale,
David m'attendait patiemment. Il m'a tendu mon manteau d'un geste sûr, ainsi que la fameuse enveloppe contenant les billets d'avion. La voiture est dehors, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête en signe d'assentiment. Nous sommes passés devant la grande table d'honneur. Le gâteau de mariage s'y dressait majestueusement, encore intact. 5 étages grandioses de glaçage d'une blancheur immaculée, décorés de délicates fleurs en sucre. Je me suis arrêté une courte seconde, pour l'observer. J'ai saisi un grand couteau effilé sur la table, et je l'ai planté d'un coup sec, droit au centre. En plein cœur du gâteau. La crème a jailli de la blessure, blanche et écœurante de sucre. Exactement comme les belles paroles et les mensonges que j'avais avalés, en silence, pendant 3 ans. En franchissant les grandes portes du restaurant, le vent du mois d'avril est venu me caresser le visage. Il était frais, pur, et revigorant. J'ai pris une grande inspiration, gonflant mes poumons à fond, pour la première fois depuis si longtemps. Je me sentais, enfin, vivant. Dans la poche intérieure de mon manteau, mon téléphone reposait. Dans une petite heure, Julien transmettrait l'épais dossier au procureur de la République. Dans 2 heures, la police aux frontières rendrait une visite surprise à Artem, dans son appartement de location. Dès le lendemain matin, Hélène recevrait une convocation officielle pour un interrogatoire, dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en bande organisée. Mais tout cela ne me regardait déjà plus. Je me suis installé confortablement dans la voiture. David a mis le contact, et nous avons démarré en douceur. Nous laissions loin derrière nous le restaurant Le Cristal, avec ses illusions réduites en cendres, et ses invités totalement dévastés. « Tu penses que tu vas le regretter ?» a demandé David, la voix pensive, alors que nous nous engagions sur l'autoroute. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, regardant le paysage défiler à toute allure. Les rues denses de Paris laissaient peu à peu place à la banlieue plus calme. La banlieue s'effaçait, à son tour, au profit des champs verdoyants. Quelque part, loin devant nous, il y avait un aéroport. Un avion. Chypre. Et, surtout, une toute nouvelle vie. Non, ai-je répondu fermement. Et c'était la stricte vérité. La seule chose que je regrette vraiment au monde, ce sont ces 3 années que j'ai sacrifiées, aveuglément, au nom d'un mensonge. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai récupéré ma mise, avec les intérêts. J'ai fermé les yeux, épuisé, et je me suis laissé sombrer dans le sommeil. Ce fut mon premier vrai sommeil paisible, après une semaine interminable de trahison, de douleur, et de savants calculs. La vengeance était accomplie. Cette sombre histoire était définitivement terminée. Et ma vie. Ma vraie vie, ne faisait que commencer.